Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Dites-moi tout. Aujourd'hui, ça va être dites-moi tout droit. Dites-moi tout le droit. Et c'est de ça que je parle. Je ne sais pas, ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous parlons de notre constitution. Je dois rappeler aux Congolais que cette constitution était promulguée en 2006. Et nous, peuple congolais, nous étions dit des choses. Et c'est ainsi que nous allons aujourd'hui, dans le bloc opératoire des juristes, développer en matière de la loi, simplement le droit. Et pour ça, j'invite un médecin de la Constitution. Parce que nous sommes habitués dans notre pays, même le menuisier discute la Constitution. Il y a même des architectes, même des poètes qui peuvent même venir discuter de la Constitution comme s'il s'agissait d'une poésie ou, je ne sais pas moi, d'une lettre. Alors là, j'ai appelé un médecin de la Constitution. C'est parmi les grands professeurs de la Constitution de notre République. C'est pas seulement qui enseigne à la francophonie, disons dans les pays francophones, mais anglophones, parce qu'il y a des instruments juridiques qui se différencient selon les cas. Et là, j'ai eu le plaisir de recevoir le professeur André Mbata pour une fois. Je l'appelle toujours le parrain de cette émission et même de cette chaîne parce qu'il a été au début de tout. Professeur Mbata, bonjour. Bonjour Christian. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir et surtout vous parler de Constitution. Plaisir aussi, le plaisir est partagé. Ça fait du bien de revenir à cette émission. Ça fait plusieurs semaines, je n'étais pas là, j'étais absent du pays. Professeur honorable, on va en parler aujourd'hui. Votre frère, un constitutionnaliste, élu président. Une fierté de constitutionnaliste. Ouais, c'est effectivement une fierté. La nouvelle est intervenue. Nous étions à un séminaire sur le droit constitutionnel organisé par l'Association nigérienne des droits constitutionnels à Niamey et au Niger. Et c'était autour d'un thème intéressant, c'était l'élection présidentielle en Afrique. Et au cours de ce colloque ou de ce séminaire que nous avons appris la bonne nouvelle, nous savions déjà que le collègue tunisien il était en campagne, il n'avait pas beaucoup de moyens. Il a mis environ 3 ou 4 ans pour sillonner la Tunisie profonde, faire des conférences. Et finalement, il a été coopté par la majorité du peuple tunisien. Il a battu les milliardaires tunisiens. Notre collègue n'avait pas de moyens extraordinaires qu'on voit sur d'autres cieux. Mais le peuple lui a fait confiance. Et aujourd'hui, la Tunisie, la même Tunisie par laquelle est partie la révolution arabe, elle vient également de démontrer qu'elle peut procéder à l'alternance. Et ici, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'engagement. Ils ont choisi un constitutionnaliste pour diriger ce beau pays. Est-ce que là, on ne parle pas d'un président nommé? On ne dit pas que le milliardaire l'a nommé. Pourquoi? Chez nous, c'est compliqué quand même. Bon, je ne sais pas, il a été élu. Il a été élu massivement. Et c'était le président légitime de la Tunisie. Et même quand vous évoquez notre cas, je ne pense pas que ce débat est encore en vogue. Oui. Le débat là de président nommé, c'est terminé. Mais c'est quand même curieux que chez les autres, ils ne pensent même pas, ils ne pensent même pas ça. Bon, je ne sais pas. Mais en revenant, le débat est terminé au Congo. Est-ce qu'il y a encore un débat sur un président élu, un président nommé? Il n'y en a plus. Mais votre collègue professeur Alpha Condé, je ne sais pas, il s'inspire de qui aujourd'hui? Il veut un 3e mandat. Mais justement, lorsque nous étions à Niamey, nous avons pu réfléchir sur la situation en Guinée. Et il était pour nous absolument inadmissible qu'Alpha Condé, qui est pratiquement l'opposant historique en Guinée, puisse tomber dans une telle folie du pouvoir. Et vous savez, avant même d'aller, j'étais à Kinshasa où j'ai pu me rendre à l'ambassade de Guinée à Kinshasa. J'ai vu la correspondance diplomatique qui était circulée pratiquement dans toutes les ambassades guinéennes où le gouvernement annonçait les mêmes arguments qu'on avait trouvés dans le livre entre la révision constitutionnelle et l'addition de la nation. Alpha Condé disait non, écoutez, le peuple guinéen doit aller au référendum. Vous savez, on ne peut pas déterminer d'une façon précise les mandats d'un président. Ceux qui ont fait peuvent également défaire. Évidemment, tous ces discours qu'on a entendus ici, mais ce n'est pas passé. Vous avez vu comment le peuple guinéen a réagi. Hier, il a fait aussi vache. Hier, il a prouvé à la communauté internationale, à la face du monde, qu'il pouvait drainer autant de personnes. Ils sont descendus dans la rue pour crier, chanter son nom, Alpha Condé. Mais ça, c'est normal. Les dictateurs, on le sait. C'est l'argent qui crie. C'est l'argent qui crie. Le peuple guinéen n'est pas derrière ça. C'est l'argent qui crie, mais c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux pour Alpha Condé, qui est un opposant historique. Vraiment honteux aussi pour quelqu'un qui est... Vous savez, lui, il faut toujours l'appeler professeur Alpha Condé, sinon vous n'êtes pas reçu à la présidence. Et quelqu'un qui se présente comme un professeur et qui agit de cette façon-là, c'est vraiment la honte des professeurs, nous autres professeurs, et pas seulement en Guinée. On le voit également dans ce pays, en République démocratique du Congo, où des gens
vont d'hérésie en hérésie pour justifier l'injustifiable. Et voilà donc, je crois que ce métier de professeur, on devait recycler la plupart des professeurs sur le continent. Alors, quand on revient, pour terminer ce chapitre de président en Afrique, nous sommes au Gabon où un président est incapable de fixer son interlocuteur, mais il reste quand même au pouvoir. Et qui sont derrière? C'est les juges constitutionnels. Bon, mais c'est malheureux. Et quel juge constitutionnel? Parce que je connais celle-là, la présidente. Oui. La présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. J'ai eu à assister à plusieurs plans, de part à plusieurs rencontres de l'Association africaine des présidents des juridictions constitutionnelles. C'est alors que j'ai connu la dame, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, qui est aussi bien connue du juge Sambo, le professeur Sambo, qui est avec moi à la faculté de droit. Mais c'est vraiment inadmissible. Elle a pratiquement changé la Constitution. Mais on connaît le background. Elle est sans mandat. Depuis qu'elle a été nommée par le président Bongo le Père, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et ce qui s'est fait au Gabon, c'est vraiment une honte, non seulement pour la Cour constitutionnelle ou la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, mais on l'a vu également ici au Congo. Les derniers arrêts en matière de contentieux des élections législatives, vous avez pu sentir l'incompétence et même que dirais-je, la façon dont la Cour a rendu ses arrêts au Congo. On vient de les déplorer au Gabon, mais ce qui s'est passé dans notre pays n'est pas différent. C'est une Cour vraiment de la honte. Et la honte les a tellement frappés que vous n'avez pas entendu parler de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. J'ai entendu parler de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Je crois que vous étiez là. Si, si. Et avant-hier, je crois, la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Eh bien, à quand la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays? Mais ils ont honte. C'est vraiment honteux. Ce qui s'est fait donc au Gabon, ce n'est pas un cas particulier. On l'a vu également en République démocratique du Congo. Alors, monsieur le professeur, quelle est la valeur d'une constitution dans un pays qui se veut émergent? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la loi fondamentale dans les termes les plus clairs. C'est la loi fondamentale, surtout lorsque la constitution est l'expression de la volonté du peuple souverain qu'on appelle le constituant. Et dans notre cas, cette constitution, et dans plusieurs pays d'ailleurs, la constitution a été adoptée par le peuple lui-même lors d'un référendum. Vous allez parler de cette constitution, celle du Congo? Mais c'est à plus de 85% des Congolais s'étaient rendus aux urnes en 2005, au mois de décembre. Ils s'étaient déplacés pour exprimer leur volonté et ils avaient approuvé cette constitution que vous tenez dans la main. C'est la loi fondamentale. C'est elle qui est en fait le pilier fondamental d'un État. C'est elle qui régit l'organisation. Vous avez là des règles et des principes qui régissent l'organisation, le fonctionnement de l'État, les droits des individus, les devoirs également, comment les différentes institutions doivent être organisées. Tout ça, c'est dans la Constitution. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas, il ne saurait y avoir d'État moderne sans Constitution. Il ne peut pas, il n'est pas possible d'avoir un État démocratique qui ne repose pas sur une Constitution et effectivement sur une Constitution qui elle-même est l'expression de la volonté du peuple souverain. Alors on a comme l'impression que la Constitution, que ce soit la Constitution, que ce soit le Code de la famille, que ce soit n'importe quel texte en Afrique principalement, au Congo en particulier, ces textes ne sont toujours pas respectés. On trouve toujours la petite bête, la virgule qui est mal placée, le point qui n'a pas été au bon endroit, pour justifier tout ce qui est mauvais dans la Constitution et la changer ou bien la modifier. Non, écoutez, il y a des choses différentes. Effectivement, même en Europe, même aux États-Unis, vous demandez, vous n'allez pas me dire que Donald Trump, c'est l'un des plus grands dirigeants qui soit les plus respectueux de la Constitution. Non, ça arrive dans tout le pays. La Constitution fixe un idéal. Évidemment, dans des pays beaucoup plus avancés et qui sont beaucoup plus vieux dans le domaine de l'état de droit, il y a un plus grand respect de la Constitution qui tient compte de quoi? De la culture politique des dirigeants et aussi de la culture politique du peuple lui-même. C'est-à-dire, en dernière analyse, c'est le peuple souverain qui a adopté la Constitution qui est le défenseur ultime de la Constitution. Lorsque les dirigeants veulent violer la Constitution, lorsque les dirigeants se comportent de telle façon, d'une façon qui ne soit pas prévue par la Constitution, le peuple doit être en mesure de réagir pour faire respecter la Constitution. Effectivement, il y a des conditions. Il faut que ce peuple lui-même soit cultivé. Il faut que ce peuple se l'approprie. Et à partir du moment
où le peuple en Afrique, et particulièrement au Congo, à partir du moment où le peuple se sera approprié sa propre constitution, lorsqu'il va rester debout, veiller à tout instant pour qu'aucun dirigeant ne puisse aller à l'encontre de la constitution, à ce moment-là, nous aurons fait des avancées sur le chemin de la démocratie. Est-ce que les intellectuels avaient mûrement réfléchi sur la Constitution, dans les textes, dans les expressions, dans les conditions? Parce qu'on a comme l'impression que les détracteurs de la Constitution utilisent la même Constitution. Ceux qui sont pour la Constitution utilisent les mêmes articles, mais vous trouvez que les deux peuvent ne pas finalement avoir raison ou ne peuvent pas tous avoir tort. Mais qu'est-ce qui explique que la même Constitution serve à ceux qui détruisent, à ceux qui la détruisent, et protège ceux qui la protègent? Mais c'est d'abord un problème d'interprétation. Oui. On l'a dit. Peut-être tout à l'heure, vous allez m'engager dans ce débat. Exactement. Mais c'est là le problème. Lorsque je vais parler de la Constitution, et je dois me poser la question, est-ce que je vais me faire entendre? Est-ce que c'est possible d'être entendu? Parce qu'il faut avoir l'arme. Il faut savoir interpréter la Constitution. Je l'ai dit, je l'ai redit, et tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Vous recevez beaucoup de juristes, des avocats, des techniciens. Tout le monde, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Combien de fois est-ce qu'on va le dire? Et pourquoi? Jusqu'à quand est-ce que le peuple va se laisser tromper? Et même tout professeur de droit n'est pas constitutionnaliste. Vous êtes vous-même juriste. Allez à la faculté de droit. Il y en a qui ont fait le droit de la famille, le droit commercial, le droit pénal, le droit économique et tout ça. Le droit privé judiciaire. Ils ne sont pas des constitutionnalistes, mais le problème chez vous, c'est lequel? Ou chez nous? C'est que vous, dans les médias, vous êtes particulièrement, comme juriste vous-même, vous connaissez bien les choses. Mais des gens qui ne connaissent pas, quand vous recevez quelqu'un dans vos médias, mais tout le monde, tout juriste devient constitutionnaliste. Tout avocat devient constitutionnaliste. Non, ce n'est pas ça. Alors, mais la confusion vient aussi de là. Oui. La confusion ne vient pas seulement des juristes eux-mêmes, mais de vous qui posez les questions aux soi-disant constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Alors, tout le monde ne sera jamais constitutionnaliste. C'est ça le problème. Éventrons carrément le boa. Si boa, il y en a. Oui, monsieur le professeur, éventrons carrément le boa. Alors, qui est habilité à interpréter la Constitution? Bon, en dernière analyse, d'après les textes, le dernier rempart, c'est la Cour constitutionnelle. D'accord. C'est la Cour constitutionnelle qui, en fin de compte, interprète la Constitution. Mais vous savez, il y a aussi, nous en tant qu'opposants de droit constitutionnel, nous savons interpréter, même si notre opinion ne s'impose pas nécessairement, mais ailleurs, elle doit inspirer. C'est-à-dire, vous savez, il y a combien de sources de droit, vous l'avez appris. Vous avez la Constitution, vous avez tous ces textes, vous avez la coutume, les principes généraux de droit, et vous avez la doctrine. Il y a des doctrinaires. Et apparemment, il semble que je suis parmi les doctrinaires. Oui, vous êtes doctrinaire parce que vous avez écrit. Il y a des doctrinaires, et la doctrine est une source du droit. Et vous ne devez pas l'entendre de n'importe qui. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Oui, mais pour comprendre, alors considérez, c'est-à-dire, il faut que il faut que la hiérarchie l'autorise. Quelle hiérarchie? Oui, si la loi le dit déjà, est-ce que la doctrine va encore nous aider? Si la loi est claire quant à ce... La loi n'est jamais claire. Je vais vous donner un exemple. La doctrine. Tout le monde a droit à l'égalité. Dites-moi qu'est-ce que c'est que le droit à l'égalité? Qu'est-ce que c'est que l'égalité, Christian? Toute personne a droit à la dignité humaine, Christian. C'est clair. Dites-moi qu'est-ce que c'est que la dignité humaine? Donc, il faut absolument qu'il y ait des juristes, des docteurs de la loi. Vous savez, un pays où il n'y a pas de docteur de la loi, et c'est un collègue français qui l'écrivait, c'est un pays condamné à disparaître de façon violente. Chaque pays doit avoir des docteurs de la loi. Mais si vous faites de tout le monde un docteur de la loi, mais ce pays-là, il y a un problème. Tout le monde ne peut pas être un docteur de la loi. Tout le monde ne peut pas être doctrinaire. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas que le constitutionnaliste, mais vous-même aussi la presse. Vous donnez la parole à tout le monde quand vous présentez tout le monde comme constitutionnaliste. Tout juriste devient constitutionnaliste. Tout professeur de droit sur votre plateau devient constitutionnaliste. Alors là, vous tout le monde devient doctrinaire. Ça pose un problème. Vous répondez à la question de l'interprétation. Mais maintenant, monsieur le professeur, il y a combien de manières d'interpréter la Constitution? Il y a plusieurs méthodes. Oui. Il y a plusieurs méthodes. Là encore, j'espère que je vais me faire comprendre. Allez-y. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous savez, il y a des niveaux. Vous êtes licencié en droit, vous devez être maître en droit, et vous êtes docteur en droit. Il y a des cours qu'on n'enseigne pas malheureusement dans l'Université du Congo. C'est le cours d'interprétation constitutionnelle.
C'est un cours qui vous prend au moins une année. Avant de faire le doctorat, vous devez en droit constitutionnel, vous devez absolument étudier un cours intitulé Interprétation constitutionnelle. Et à l'UNIKI, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai régulièrement insisté pour que ce cours soit institué. Il n'y a pas de cours d'interprétation constitutionnelle. Chacun interprète comme il voudra. Mais lorsque vous allez dans les universités américaines ou anglophones, dans plusieurs universités, vous êtes juriste, droit public, droit constitutionnel, vous devez absolument, avant votre doctorat, faire un cours intitulé Interprétation constitutionnelle. Comme il n'y en a pas, c'est tous ces désordres auxquels vous assistez. Tel va interpréter à sa façon, comme il entend, ils n'ont jamais suivi un cours. Et ici, tous ceux qui ont été formés dans les universités du Congo, notre pays, tous ceux qui ont été formés ici, personne d'entre eux n'a suivi un cours des méthodes d'interprétation. Alors, c'est quoi les méthodes, monsieur le professeur? Les méthodes, c'est la manière, le chemin qu'il faut suivre pour arriver à comprendre le vrai sens d'un texte. C'est ça la méthode. Et comment est-ce qu'on y arrive? Ici, chez nous, c'est la voie la plus simple. Quelle est la voie la plus simple? On est resté à ce qu'on appelle les méthodes archaïques d'interprétation. Quelles sont les méthodes archaïques? Ce sont les méthodes, à vous dire, ce sont les méthodes littérales. Vous savez, la loi a dit ceci, vous avez l'article, et ça se limite là. Et la plupart des gens, je suis sûr que vous allez recevoir sur votre plateau, juristes, constitutionnalistes, chercheurs, comme on les appelle au Congo, ils viendront... Non, cet article ne dit pas. Il se limite à la grammaire, à la lettre. Et ça, en droit constitutionnel, c'est une méthode d'interprétation archaïque. Il faut aller plus loin. Il faut comprendre l'esprit. Il y a ce que les autres appellent des méthodes d'interprétation téléologique. Téléologique. Quel est le but final, fondamental, visé par le constituant? Et ça, il y a aussi des méthodes comparatives. Vous comparez. Mais essentiellement, quel est l'objectif visé par le constituant? Et ici, dans la Constitution, c'est clair. L'objectif visé, ici, vous le trouvez à l'article 1er. La RDC est dans ses frontières au 30 juin 1960, un état de droit, indépendant, démocratique et social. Voilà l'objectif ultime visé. On ne peut pas aller au-delà. L'état de droit, démocratique et social, c'est ça l'objectif. Et ça, l'interprétation à ce moment-là, elle se fait en tenant compte de l'objectif ultime. Mais ce n'est pas tel article, je viens chez vous, l'article 100, l'article 200, ça c'est la méthode archaïque d'interprétation de la Constitution. Alors, monsieur le professeur, c'est ça le problème. Alors, monsieur le professeur... Et il faut aussi aller au-delà, il faut connaître les sources même de la Constitution. D'où est-ce qu'on vient? Avant d'en arriver à ces textes, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait? Le background conceptuel. Et à ce moment-là, vous savez interpréter la Constitution. Alors, monsieur le professeur, nous avons... nous avons le président Kabila, en 2006, il promulgue la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé dans la conception du chef d'État avant cette Constitution et après cette Constitution? Le chef de l'État, il a le même statut, il a le même lien ou le même attachement avec les lois de la République comme avant, comme maintenant? Mais cette Constitution est, à mon avis, la plus révolutionnaire, la plus avancée de toutes les constitutions que la République a connues. Et vous savez, depuis 60, notre pays a connu plusieurs textes. La loi fondamentale, la constitution de Louloabou du 1er août 1964, la constitution du 24 juin 1967, on a connu les textes transitoires. Et cette constitution, c'est la troisième adoptée par référendum, après celle de 1964 et celle de 1967. C'est la constitution la plus avancée en ce qui concerne le constitutionnalisme et l'état de droit. Beaucoup de choses ont changé. Les chefs de l'État, ici on a voulu établir un État démocratique, on a voulu instituer un État de droit, ce n'est pas la même chose que sous Mobutu. Lorsque vous voyez le respect des droits humains, les rapports entre les pouvoirs, et même toutes ces références à l'article 220, la limitation, les dispositions intangibles qui n'existaient pas dans les constitutions antérieures, quel était l'objectif voulu par les constituants? Instituer un état de droit fondamentalement démocratique dans ce pays. Alors, quelle est la compréhension du mot alternance dans notre Constitution? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand on parle de l'alternance? Est-ce que c'est le changement d'un homme? Est-ce que c'est le changement d'un régime? Je ne veux pas vous amener un dictionnaire ici. Ici,
Demandez, on a des collègues, je crois qu'on pouvait aller avec ces débats plus loin. Vous posez la question à quelqu'un, évidemment, moi j'étais à Sun City aussi. Donc je suis parmi, je ne parle pas comme quelqu'un qui vient lire, qui vient vous commenter. J'étais à l'Assemblée nationale quand on adoptait le texte. Ce qui est différent de tous les autres. Moi j'étais là. Ce texte est allé en commission de l'Assemblée nationale. Et j'ai siégé là-dedans. Et ce texte est venu des travaux préparatoires demandés au professeur Banyakou, demandés au professeur Estambo, qui s'était réuni à Kisangani. Ils ont remis le texte, un avant-projet du Sénat. Dès que c'est passé, on l'a adopté avant d'aller au référendum. Donc j'étais à ce stade-là. Et à ce moment-là, et même à partir de Sam Sidi, parce qu'on prolongeait ce qui s'était passé à Sam Sidi, il était dit qu'on ne peut plus jamais un autre Mobutu dans ce pays. 32 ans au pouvoir. Non. Il était question, à un moment donné, d'abord c'est le chef de l'État qui était visé, le président de la République, c'est une institution dans cette constitution. Plus jamais une dictature dans ce pays. Plus jamais une personne qui s'éternise au pouvoir. Tu feras tes 2 mandats, tu vas aller, un autre doit aller, on va aux élections. Et l'alternance, c'est ce changement. Parce que si vous allez dans le sens de M. Larousse ou de Petit Robert, vous allez tomber dans tous ces hérésies incroyables. Mais voilà comment on entendait les choses. Nous avions Mobutu derrière nous, nous avions un Kabila derrière nous, ou avec nous encore, on était en train de dire, tu viens à la tête de l'État, le président est une institution, eh bien, ça doit tourner. Après 2 mandats, tu t'en vas si tu peux réussir les 2 mandats. Alors là, nous sommes dans une situation où Emmanuel Shadari a finalement ouvert le débat que Kabila pouvait rentrer, redevenir président de la République. Alors, les interprétations tombent de partout et fusent de partout. Il y en a qui estiment qu'il a le droit de rentrer. Vous avez suivi votre collègue député Délice Sanga sur TV5. Il dit par contre, ce n'est pas parce qu'il est sénateur à vie qu'il ne peut plus revenir en tant que président de la République, mais c'est parce que l'article 220 estime qu'il ne peut plus parce que c'est 2 mandats. Alors, monsieur le professeur, le peuple congolais est dans la confusion la plus totale. Il ne peut pas être dans la confusion parce que le peuple a décidé. Et j'ai déjà dit dans plusieurs médias. Mais ce débat est prématuré, Christian. Il est prématuré pourquoi? Parce que M. Kabila ne reviendra pas. On est en train de discuter de quoi? Oui, mais vous dites ça, mais il y a d'autres qui mais je pensent vous que dis, c'est pas le cas. il ne reviendra pas. Oui, on reconnaît vos qualités de prophétie, mais là, nous voulons il votre ne expertise reviendra de la pas. Pourquoi est-ce Constitution. que je dois perdre mon temps? Oui, mais il faut nous le montrer. Oui. Là, on vient de discuter, il y a un article qui est sorti. Mais vous savez, dans ce débat, j'interviens toujours le dernier. Oui. Parce que ce n'est pas fini. Sinon, vous allez m'inviter combien de fois? Vous savez, dans ce pays, on nous a inventé, on nous a trouvé un certain Mirindi. Le génie du droit constitutionnel des dernières minutes, qui a galvanisé tous les médias. Vous étiez derrière M. Mirindi, il avait une théorie nouvelle. M. Kabila peut avoir un 3e mandat, mais tous les mandats, tous les médias, vous étiez focalisés. Mais où est-il parti, votre M. Mirindi? Il est parti où? Il a disparu avec son histoire de 3e mandat. Moi, je ne veux pas parler de choses prématurées. Kabila ne sera pas là. J'ai déjà dit en termes assez laconiques. Ce débat aura... Posez-moi la question, lorsque... J'ai déjà dit une chose. Que M. Kabila est sénateur à vie. Il est sénateur à vie. Pour revenir, je répète ce que j'ai dit, il doit d'abord mourir et quand il sera ressuscité le 3e jour, il peut revenir à la présidence. S'il peut faire ce miracle-là, ce sera suicidaire. S'il est sûr qu'il peut accepter de mourir pour ressusciter, tant mieux. J'ai déjà dit dans des termes assez simples, pour que M. Kabila revienne au pouvoir, il doit d'abord mourir et ressusciter le 3e jour. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que, par exemple, l'article... En réalité, c'est quoi? Je veux le lire. En réalité, mais M. Kabila, pourquoi est-ce qu'on cherche des mots à Kabila? Il a dit à qui? Mais il ne reviendra pas. On est en train de discuter, perdre de temps. Pourquoi? Est-ce qu'il ne reviendra pas parce qu'il ne veut pas revenir ou il ne reviendra pas parce que la Constitution lui interdit? La Constitution lui interdit. Mais alors, jugez la Constitution ici, monsieur le professeur. Voici comment on a interprété les choses. Je vais vous lire... Voilà. Je vais vous lire la Constitution. Voilà. Avant que vous n'y alliez. Oui. C'est pourquoi on a commencé par les méthodes. Oui. Et les méthodes grammaticales. Vous allez me dire tel article. Je vous ai parlé des méthodes archaïques. Oui, oui. Vous allez me dire c'était l'article, c'était l'article. C'est là que je ne peux pas trouver. Je vous ai déjà dit que ce sont des méthodes archaïques. Alors, donnez-nous la méthode qu'il faut maintenant. Mais là, c'est l'ensemble. Oui. Elle est holistique. Prenez la Constitution du début à la fin. Il faut avoir une conception holistique Ça veut dire de général. la Constitution. Générale. C'est-à-dire, la Constitution, ce n'est pas un article que vous allez me montrer. Ce n'est pas l'article 108. Ce n'est pas l'article 220 que vous vouliez ouvrir. Non, c'est plutôt l'article 108 que je veux ouvrir. Vous comprenez? Oui. La Constitution, c'est un tout. C'est lié. À partir de vous avez le préambule, l'exposé des motifs,
Tous les chapitres jusqu'à la fin, c'est un tout. Vous ne pouvez pas dissocier. Qu'est-ce qu'on a voulu dans ce tout? Eh bien, comme un monsieur vient, il fait ses 2 mandats, il s'en va. Et à ce monsieur, à monsieur Kabila, la nation lui reconnaît le titre de sénateur à vie. Est-ce qu'il est interrompu? Alors, sénateur à vie. C'est sénateur à vie dans notre conception à nous. Dites-moi, quand est-ce que vous interrompez la vie, monsieur Christian? Pour interrompre la vie, il faut mourir, non? Oui, mais il y a des... vous dites, mais on peut renoncer, non? On peut renoncer. Si vous renoncez à la vie, vous allez mourir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut mourir et ressusciter le 3e jour. Est-ce qu'on peut renoncer à la vie? Non, on ne peut pas renoncer à la vie. Ah, on ne peut pas. Et l'article 108 vous dit, l'article 104 vous dit que les anciens présidents de la République sont de droit président à vie. N'est-ce pas? Oui. C'est sénateur à vie. Sénateur à vie. Mais est-ce que vous pouvez, M. Kabila peut renoncer à la qualité d'ancien président? Renoncer, non. Je vous vois hésiter. Oui, non, oui, c'est on vous dit, vous pouvez lire la Constitution quand même. Oui. Les anciens présidents de la République élus, c'est l'article 104. Oui, sont de droit. Et vous pouvez un peu lire. Les anciens, voilà, on est à l'article 104. Bon, les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. À vie. Est-ce qu'il peut... Parce que la prémisse, ce sont les anciens présidents élus sont d'office sénateurs à vie. Je vous dis, est-ce qu'il peut renoncer à la qualité d'ancien président de la République? Visiblement non ici. Invisiblement, vous trouvez? Non, il ne peut pas non plus. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut interrompre ça? Oui. Est-ce qu'il peut interrompre? Je ne vois pas non plus comment il pourrait interrompre. Mais interrompre la vie, qu'est-ce que ça se passe? Je vous dis, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut mourir et ressusciter le 3e jour. Interrompez la vie. Vous voulez lui faire interrompre la vie? Vous voulez tuer M. Kabila? Vous voulez l'amener à un suicide? Interrompre la vie? Est-ce que vous dites, même en français facile, vous voulez, c'est une émission qui s'adresse quand même à notre peuple. Exactement. Est-ce qu'on peut demander à votre public, le peuple qui a voté la Constitution, alors est-ce qu'on peut interrompre la vie? Oui, mais comment? En se donnant en se mettant la corde de cou en se suicidant. Vous voulez interrompre? Faites-le. Alors, mais quelqu'un a dit on peut suspendre. Mais là encore, est-ce qu'on peut suspendez la vie? Vous pouvez suspendre la vie? Est-ce que c'est la vie humaine ou c'est la vie politique? Bon, mais c'est la vie politique. Alors, mais comment ils peuvent dire ça, monsieur le professeur? Vous pensez vraiment qu'ils le disent seulement comme ça? Est-ce qu'ils n'ont pas un autre agenda? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres informations qui sont... C'est pourquoi je vous dis, pour ce débat, je ne vais pas vous donner tous les arguments. Je garde. Et vous, ce n'est pas la première fois. Vous gardez les munitions pour la fin du match. Mais vous savez, nous avons eu les livres entre la révision constitutionnelle et la nation de la nation. 3 ans de débat. Jusqu'à la sortie de fameux Mirindi. Sorti fraîchement des laboratoires du PPRD. Donc c'était le dernier. Ils ne sont pas allés plus loin. Mais maintenant, je dis seulement, on ne va pas tolérer ça. Ce tambourinage. Avec des intellectuels, que je dis, un peu décérébrés. Ce que moi j'appelle des turiféraires de M. Kabila. Mais M. Kabila n'a plus besoin des flatteurs. Tout ce qu'il veut, il a dit à qui? Mais d'ailleurs, tous les flatteurs de M. Kabila l'ont déjà quitté. Est-ce que vous croyez que M. Kabila lui-même c'était un enfant pour que vous lui offriez ce service de tambourinage? Vous pensez que Kabila est doublement lié, et en tant que sénateur à vie, en tant qu'ancien président, les 2 statuts l'obligent finalement de rester là dans... Il ne sera pas candidat. Pour les détails, on va voir, il ne sera pas là. M. Kabila, je l'ai dit ce matin, mais d'abord, c'est le sénateur à vie, ce n'est pas tous les sénateurs. J'ai entendu plusieurs de vos débats. Vous dites par exemple à l'article 104, le sénateur, tout sénateur est élu avec 2 suppléants. Oui. Lui, c'est un statut particulier. Il n'a pas de... Vous connaissez les 2 suppléants de M. Kabila? Non, pas du tout. Vous connaissez les 2 suppléants de M. Kabila? Tout sénateur, le sénateur représente sa province. Vous allez me dire que Joseph Kabila représente la province de... Quelle province même au cas? Même si on disait qu'il représentait le Katanga. C'est ça quelle province? Le Tanganyika? Quelle province il va représenter? C'est un statut que la nation reconnaissante lui accorde. Et puis on dit qu'ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales, alors que lui, il a été élu. Donc ça ne s'applique, c'est un statut particulier à lui. S'il veut mourir, je ne sais pas. S'il a pris il a dit à qui qu'il veut mourir pour ressusciter, je ne sais pas. Mais moi je maintiens, s'il veut revenir, M. Kabila, s'il veut revenir au pouvoir, à la présidence,
il n'a d'abord... Personne ne va le tuer. Personne ne devrait faire du mal à M. Kabila. Nous avons besoin de lui. Mais il ne va pas se suicider parce qu'il faut ici mourir et ressusciter le 3e jour. Le peuple ne peut pas l'accepter. Et ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi je dis que c'est un débat prématuré. Alors, il y en a ceux qui pensent que autant vous avez accepté aux députés, comme l'article 108 le dit, le mandat du député est incompatible à celui du sénateur, comme vous avez accepté que les députés, tant de députés de leur État, ils pouvaient postuler comme président, comme sénateur, alors que le point 9 parle de tout autre mandat électif qui serait interdit, comme vous avez autorisé aux députés de le faire et vous avez autorisé aux sénateurs de le faire. Donc Kabila peut aussi, mais c'est quel sénateur? Oui, par la même occasion le faire. C'est quel sénateur? Mais la Constitution ne le dit pas comme ça. Oui. C'est ça le problème, c'est ça l'interprétation littérale à laquelle beaucoup de juristes qui s'improvisent, même des professeurs, j'en ai vu même des professeurs de droit pénal. Je vous rapporte des propos des professeurs. Oui, mais vous savez, le droit constitutionnel, il attire beaucoup de gens. Je voudrais dire à la nation, ceci, à ceux qui m'écoutent, n'importe qui n'est pas constitutionnaliste. Quand vous voyez un juriste venir chez vous, commencez à vous parler de la Constitution, dites-lui, monsieur, est-ce que vous êtes expert ou vous n'êtes pas? Vous voyez un avocat qui vient, moi je suis chercheur à tel, moi je suis même professeur de droit, dites, monsieur le professeur, vous êtes peut-être en droit pénal, laissez les experts se prononcer. On a bien peur pour la Cour constitutionnelle, monsieur le professeur. Vous avez vu le jeu que la Cour nous a joué en 2016, je crois 16 ou je ne me trompe pas, la Cour constitutionnelle avait autorisé au président Kabila de glisser. Bon, c'est une Cour incompétente. Oui, j'espère qu'elle va partir. Non, pas la même Cour. On ne doit pas avoir, pour l'état de droit dans ces pays, la République démocratique du Congo ne peut pas garder cette Cour constitutionnelle. Mais qui va la changer, monsieur le professeur? Mais ceux qui l'ont nommé, le président de la République avait nommé 3. On a comme l'impression qu'il n'a pas la justice entre ses mains. Comment il va faire? Non, il avait lui-même nommé 3. Oui. Il n'a qu'à retirer la confiance à ces 3. Et le Parlement avait désigné aussi 3, n'est-ce pas? Mais que le Parlement retire sa confiance. Mais pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi le président Fachi ne le fait pas? Ça fait 9 mois qu'il est au pouvoir. Pourquoi il ne retire pas, après le scandale qu'on a entendu, pourquoi ne retire-t-il pas la voix à ces gens-là? Bon, c'est sûrement le président doit avoir son plan. Oui. Vous avez constaté que le président, j'ai constaté comme tout observateur, rentrée judiciaire de la Cour de cassation, vous n'avez pas vu le président de la République. Il n'était pas là. C'est un signe, c'est éloquent. C'est que le président n'est pas content de la façon dont la justice est rendue. Vous avez vu le Conseil d'État, la tête du Conseil d'État, vous avez vu le président de la République? Non, pas du tout. La Cour constitutionnelle, vous avez vu le président de la République? Non. Parce que vous savez, d'après l'article 149, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du président de la République. Et vous avez un président qui a fait campagne sur des valeurs, le peuple d'abord. Mais si la justice n'est pas rendue au nom du peuple d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le président vienne assister à votre aventure? Non. Mais je suis sûr que c'est un message que le président envoie et que dans les mois ou les semaines qui viennent, on doit nettoyer la cour, l'appareil judiciaire. On ne peut pas faire un état de droit avec une justice corrompue et des gens qui sont dans des magouilles. Alors, on ne peut pas faire un état de droit avancé avec des juges incompétents. Et beaucoup sont d'ailleurs incompétents, il n'y a pas que les juges. Alors, je reviens sur la question de la Cour, mais là, il y a encore une question sur la Constitution qui revient. Vous avez sur votre table plus de 50 constitutions de plusieurs pays. La France, les États-Unis, vous en avez. Parce que vous les avez lus. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire aux Congolais que notre Constitution a été bien écrite et qu'il n'y a pas d'ambiguïté? Parce qu'on a comme l'impression que sur la question de la présidence, par exemple, en France, c'est beaucoup plus clair. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair. Mais ici, chez nous, ça s'appelle un débat. Est-ce que ce n'est pas un problème du législateur, finalement? Non, écoutez, vous avez bien dit, j'ai beaucoup de constitutions. Oui. Et je voyage dans 2 jours pour réfléchir avec l'Union africaine sur les changements constitutionnels en Afrique. C'est ça aussi, être doctrinaire. Donc, dans les jours qui viennent, ne me cherchez pas, vous allez me retrouver dans 2 semaines. Je dois aller en Afrique de l'Ouest pour réfléchir comment doivent se faire les changements des constitutions en Afrique, et ça avec l'Union africaine. Bon, la constitution, il ne faut pas trop se plaindre, M. Christian. Mais en France, par exemple, mais beaucoup de Français ne connaissent pas leur constitution. Allez à Paris. Combien de Français connaissent la Constitution française? Allez aux États-Unis. Combien d'Américains connaissent la Constitution américaine? Et ils ne sont pas très nombreux. Mais la Constitution il y a toujours des éléments de flou. Et c'est là la place de l'interprétation. Et l'interprétation, pas par n'importe qui. Pas par un prophète qui vient vous dire d'après moi, c'est ceci, d'après. Non.
mais par la Cour constitutionnelle elle-même, formée des personnes compétentes, et par des doctrinaires, des gens qui sont respectés comme étant des constitutionnalistes. Et Dieu merci, il paraît que je suis répertorié parmi les constitutionnalistes du continent, parce qu'il faut des doctrinaires. Pourquoi est-ce qu'on n'élève pas? C'est un pays, c'est ça le problème du Congo. C'est un pays où apparemment on n'aime pas l'excellence. Pourquoi on n'interroge pas les experts? Pourquoi est-ce que moi, on doit m'écouter plus quand je vais à Niamey que quand je vais au Congo? Oui, mais Pourquoi, quand je vais au Bénin, on vient sur le professeur André Mbata, alors que quand vous êtes au Congo, c'est un étudiant là, c'est un avocat ou un professeur de mathématiques qui croit qu'il peut engager un débat avec le professeur des universités en droit constitutionnel. Mais c'est inacceptable. Que dit la Constitution américaine au sujet de la présidence, monsieur le professeur, de leur président? Oui. Il paraîtrait que, enfin, parce que je n'ai pas lu, c'est en anglais en plus, mais on dit que c'est nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Mais oui. Au moins là c'est clair, mais chez nous ce n'est pas le cas. Mais l'article 220 a dit quoi? Comment chez nous ce n'est pas le cas? Notre article 220 l'a dit. Et notre article 200, il y a des gens qui comparent avec la Constitution française. Ou en France, vous voyez, la Cour constitutionnelle, je dois vous dire ceci. Notre Constitution n'est pas la Constitution française. Prenez des préambules, exposez des motifs jusqu'à la fin. Ce n'est pas la Constitution française de 1958. Non. L'exposé des motifs, les objectifs, ce ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. L'article 220 est clair, pas plus de 2 mandats. Et là encore, la Constitution russe, pourquoi est-ce que Poutine est rentré? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le Poutine-Medvedev? Parce que la Constitution russe parle de 2 mandats successifs. Ce qui est interdit, ce sont 2 mandats successifs. Ok? C'est ainsi que Poutine est revenu. Vous pouvez l'interrompre, vous revenez. Oui, après les 2 mandats, vous pouvez partir, puis revenir. Poutine est rentré. Chez nous, on n'a pas voulu de successifs. Vous comprenez cela? Exactement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire non, le monsieur a déjà fait 2 ans, et comme il se repose, il peut encore. Il ne reviendra pas. Il ne peut pas revenir. C'est tout simplement des hérésies en droit constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas, comme les gens disent, c'est la haine que vous avez contre Kabila qui vous fait croire qu'il ne peut pas revenir? Mais je suis parmi les personnes qui aiment le plus. Pour l'avoir conseillé, lui avoir d'abord dit qu'il y a une vie après la présidence. Mais maintenant, il est en vie. Vous le voyez à Ségué. Vous l'avez vu sourire. Pendant toute la manifestation de la prestation des serments, vous étiez témoin avec moi. Justement. Personne n'avait jamais vu Kabila sourire autant pendant toute la cérémonie. C'est qu'il était dans la joie. Il était prisonnier des turiféraires. Ce sont les flatteurs de M. Kabila qui risquent, qui essaient encore de l'emprisonner. Mais je vais vous dire encore une chose sur le sénateur à vie. Vous voyez, le sénateur, ce n'est pas un titre qui est donné par un parti politique, parce qu'il n'est pas élu. C'est un titre donné par la nation. Donc, le sénateur à vie, il appartient à la nation. Et ça, je l'ai dit. Il n'appartient pas à un parti politique. Il n'appartient pas à un groupement politique. Que le FCC et nos amis du PPRD comprennent ayant dirigé le pays pendant 2 mandats, comme représentant de la nation, sénateur à vie, le titre vient là. M. Kabila n'appartient pas au PPRD, ni au FCC. Et il appartient à toute la nation congolaise. C'est pourquoi il ne représente aucune province. Deuxième précision au sujet du sénateur à vie, et ça il faut le dire. M. Kabila ne peut même pas exercer une responsabilité politique dans un parti politique. Donc je demande à nos amis du PPRD qui veulent faire de M. Kabila le président du PPRD, mais qu'il s'assume. M. Kabila ne peut pas exercer des fonctions de président du PPRD ou président du FCC. C'est comme le président en fonction. Le titre vient de la nation, le président en fonction, vous savez qu'il ne peut pas exercer une responsabilité politique dans un parti. Exactement. La même chose pour M. Kabila, il fait partie du patrimoine national. La haine contre qui? Mais Kabila, c'est notre ancien président, il nous appartient à nous tous. Alors il n'appartient pas au PPRD, c'est pourquoi nous disons il ne peut pas exercer ses fonctions, il n'y a pas une quelconque haine, il appartient à la nation et il appartient à l'histoire. C'est-à-dire quoi? Il est entré dans l'histoire, il appartient à l'histoire, c'est aussi dire quoi? Il ne reviendra plus comme président de la République. Alors, vous avez ça, par exemple, comme article, comme élément d'argument des autres. Toutefois, lorsqu'un député national, c'est l'article 10, le 9e alinéa, je crois. Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu
Et donc, en fait, pour eux, pour le professeur en question, ils pensent qu'ici, on ne parle pas... Ce n'est pas un professeur de droit constitutionnel. Je comprends que vous ne voulez pas le citer. Ce n'est pas un professeur de droit constitutionnel. D'accord. Mais il estime que c'est comme ça que ça doit se passer. Il estime, mais est-ce qu'il a vu le sénateur à vie? On parle de sénateur. Je viens de vous démontrer comment le sénateur là est différent des autres. Oui. Il n'est pas élu, il n'a pas de suppléant, il ne représente pas une province, il est à vie. Vous comprenez? Quelqu'un vous a répondu. Il dit, par exemple, que le professeur a toujours parlé de l'incompatibilité, mais il ne parle pas de l'illégibilité. On n'a pas dit que Kabila a été on ne parle pas d'illégibilité, mais plutôt on parle de l'incompatibilité. Est-ce qu'il s'agit ici de la non-légibilité de Kabila ou de son incompatibilité? Je dis que Kabila ne peut plus être candidat président là. Mais c'est arrêté comme argument, monsieur le professeur. Mais écoutez. Les gens voudraient que vous puissiez nous sortir des cartouches. Mais les gens savent que lorsque nous sommes intervenus, il n'y a pas un troisième mandat. Oui. Comment voulez-vous que je vous sorte les cartouches? Mais il faut laisser tous les poissons entrer dans la nasse pour les ramasser. Toi, tu voudrais, je reviendrai finalement à votre émission combien de fois? Vous allez m'appeler chaque fois qu'il y aura un prétendu, un constitutionnaliste improvisé à Ngaba, vous m'appelez professeur Venez. Ou il y en a un autre qui s'improvise, qui s'autoproclame pour constitutionnaliste à Goma, professeur Venez. Mais j'ai des choses à faire, Christian. Alors là, on va... Gardez ça qu'ils viennent, ils connaissent le professeur. Nous avons dit, il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y en a pas eu. Donc, gardez votre mal en patience. J'attends que le professeur... Monsieur Kabila ne reviendra pas. Bon, tous les prêts, tous les turiféraires, tous les tambourinaires qui veulent avoir du service auprès de monsieur Kabila, il n'a pas besoin de vous flatter. Il a déjà eu beaucoup de gens qui l'ont flatté, qui l'ont quitté. Alors, donc, que les gens s'attendent, l'argumentation massive viendra. Laissez d'abord, on ne va pas gâter les cartouches à ce stade. Très bien. Alors, on va passer à autre chose. Monsieur le professeur, terminons. Mais vous avez retenu qu'il ne reviendra pas. Oui, il faut mourir et ressusciter le troisième jour. jour. J'ai entendu. Monsieur le professeur, alors maintenant, la grande question est celle de savoir, est-ce que si jamais Félix Tshisekedi, président de la République, il n'arrive pas à se faire réélire en 2023, lui aussi tombe dans le coup de l'ancien président et donc il ne pourra plus revenir jamais? Il ne reviendra plus jamais en tant que président de la République? Qui? Félix Tshisekedi. En 2023, il ne s'est fait pas réélire, par exemple. Oui. Qu'advient-il? Et que dit la Constitution? L'article 104. Lisez. Rélisez. Voilà l'article 104. Donc il ne faut pas ici, pendant que vous allez lire, il ne faut pas croire que je dis des choses parce qu'il s'agit de M. Kabila et que je vais dire d'autres choses parce qu'il s'agit du président Félix Tshisekedi. Le membre du Sénat porte le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Voilà ma réponse. Une précision d'abord, c'est que si on va en 2023, bon, la prémisse tombe. Si on va en 2023, M. Félix Tshisekedi sera réélu. Il n'aura pas fait un mandat. donc, vous comprenez. Là, c'est vous comprenez. Si on va en 2023, Félix Tshisekedi sera réélu. Donc la question que vous me posez est encore prématurée. Parce que quand vous voyez... Au cas où il n'est pas réélu, on fait comment? Il tombe candidat. Au cas impossible. Dans l'impossibilité. Mais là, c'est vraiment impossible. Parce que s'il va avec ses amis, avec les autres, je ne vois pas qui va le battre. Si Félix Tshisekedi est en 2023, ce n'est pas pour rien que vous avez vu tout ce qui s'est passé à Lubumbashi. Parce qu'on ne veut rien comprendre. Si Félix Tshisekedi est en 2023, il est réélu. Mais s'il ne veut pas se faire élire, il sera candidat président et il sera sénateur à vie. Et l'article 220? Bon, il ne va pas arriver là-bas à 2 mandats. Vous savez, en Afrique du Sud, par exemple, en Afrique du Sud, Nelson Mandela avait droit à 2 mandats. Il n'en a fait qu'un seul. Il n'en a fait qu'un seul. Et Félix Tshisekedi, il n'a besoin de personnes qui puissent faire de lui un dictateur. C'est pourquoi du côté de Félix Tshisekedi, il n'a pas de tambourinaire. Alors, une question qui va vous faire mal, monsieur le professeur. Vous croyez? Je vous préviens. Kabouya a refusé que vous soyez président d'une commission à l'Assemblée nationale et c'est ce qui a été fait. Bon, est-ce que vous avez la preuve? D'abord, Kabouya n'est pas député. Comment il peut refuser? Bon, c'est ce qu'il faut de ceci. Je n'ai pas apprécié la façon dont la plénière, et c'est le professeur Mbata qui parle, je n'ai pas apprécié la façon dont la plénière de l'Assemblée nationale a été dirigée par la présidente qui est du PPRD. Oui. Mais on a assisté au théâtre du PPRD dans le temps.
Mais il y avait une motion si on devait reporter. Et la majorité a dit qu'on devait reporter l'élection parce qu'on ne peut pas saucissonner l'Assemblée nationale. Vous dites aujourd'hui, on élit d'abord les membres des commissions de la majorité, demain ceux de l'opposition. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a eu une motion, on a dit, nous allons élire tout le monde ensemble, on peut reporter à lundi. J'étais dans la salle. La majorité a dit on reporte. Mais curieusement, la présidente a dit non. La majorité a décidé autrement. On a compris que ça, c'est la mentalité, la manière, le modus operandi du PPRD, c'était une violation. C'était la tricherie. Et vous savez, en tant que professeur d'université, un étudiant qui triche à un examen oral et en plein air, ça s'appellerait refus. Ça s'appellerait une note d'exclusion. Donc, ça n'a pas été fait. Je n'ai pas pris part au débat d'élection de la commission parce que tout était boutiqué dans la façon de travailler du PPRD et je suis sorti. Est-ce que vous... Mais Kabouya n'est pas dans la salle. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Mais Kabouya n'est même pas vice-président. Il n'est pas au bureau. Je ne vois pas pourquoi il aurait refusé. On parle de Kabouya et Kaboun. Et Kaboun, oui. Moi-même, j'étais là-bas. Je n'ai pas présenté ma candidature parce que la façon dont les choses se sont passées. Et c'est terrible, c'est malheureux. Parce que c'est une commission. La commission PAD, c'est la commission charnière. Mais on a compris que la médiocrité a encore des beaux, beaux jours devant. Vous perdez aussi la commission défense et sécurité. Bon, la défense et sécurité, mais ne vous en faites pas, je serai actif. Quand j'ai le temps, je serai actif, on peut compter sur moi. Ça ressemble à quoi une commission? C'est quoi une commission, c'est un rôle technique. Avant que le travail aille en plénière, la commission doit examiner, par exemple, une loi, une proposition de loi, un projet de loi. Avant que ça ne soit soumis à la plénière pour adoption, c'est d'abord la commission qui l'examine, qui voit si elle est constitutionnelle, et puis la met en plénière. Et effectivement, ici, il faut des gens compétents. Je ne suis pas sûr que les personnes qui ont été élues, c'est un député qui va gérer ma liberté. Double liberté comme parlementaire et comme professeur d'université. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont été élus présidents de nos commissions ont les compétences voulues. Parce que là, au moins, l'excellence, c'est la technicité. Mais c'est vous qui les avez élus, malheureusement. Moi, je n'ai pas élu parce que, vous savez, quand il y a trop de tambourinaires, vous faites quoi? Mais alors, c'est quoi l'avenir de votre Assemblée nationale, finalement? L'avenir de l'Assemblée nationale va dépendre de la manière dont des députés qui sont proches du peuple sauront s'assumer. Parce que nous avons dit le peuple d'abord. Si les députés à l'Assemblée nationale choisissent de trahir le peuple, cette assemblée aura trahi le peuple. Et s'il y a un nombre, tout le monde ne peut pas. S'il y a un nombre important de députés qui restent proches du peuple, qui se disent le peuple d'abord, à ce moment-là, cette assemblée peut contribuer à bien faire les choses. Et moi, je peux vous assurer, et vous connaissez ce que j'ai toujours dit de la pensée de Frantz Fanon. Chaque génération doit à un moment donné choisir entre deux choses, accomplir sa mission ou bien la trahir. Effectivement, il y a des professeurs qui ont trahi, il y a des députés qui ont trahi. Moi, j'ai choisi la mienne, je l'accomplirai. Alors, on va terminer cette émission. Monsieur le professeur, vous êtes très proche, enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas. Vous avez été avec Katumbi, vous vous appeliez, on va dire. Martin Fayoulou était toujours invité à vos conférences, c'était un grand ami pour vous. Jean-Pierre Bemba, vous êtes allé le rendre visite en prison. Ça veut dire que vous êtes quand même une personne qui a rencontré toutes ces personnes. Je ne sais pas si avec Mosito, vous avez des bons rapports, mais au moins avec ceux-là, vous avez des rapports. Il semble qu'il me ressemble, Mosito. Aujourd'hui, la Mouka s'effrite. Aujourd'hui, la Mouka se divise davantage. La question du porte-parole les divise, la question de rapporteur adjoint le divise. Et aujourd'hui, ils ont choisi d'aller aux élections que le consensus. Est-ce que vous avez rencontré vos anciens amis ou vos nouveaux, je ne sais pas, vos amis? Est-ce que vous les avez rencontrés pour leur dire le rôle qu'ils peuvent jouer dans une démocratie? En tout cas, j'ai pu communiquer. Vous savez, le rôle qu'on a joué ici dans la transition sans Kabila, le manifeste de la vous place un peu. Pour ceux des universités, vous êtes un peu au milieu du village, même si, évidemment, tout ça, je suis du parti du président Félix Tshisekedi. Mais malgré ça, tout le monde sait, j'entretiens quand même des rapports avec eux, j'essaie de donner. Et quand je suis consulté, j'essaie de leur dire, voilà, quelle doit être la voie. J'espère que l'opposition va se ressaisir. Parce que le président Félix Tshisekedi l'a dit, on ne peut pas consolider la démocratie sans une opposition forte. Nous avons besoin d'une opposition forte dans ce pays. Mais pas une opposition qui insulte, mais une opposition forte sur les principes et sur les valeurs. La démocratie ne peut pas se consolider sans cette opposition-là. C'est pourquoi, pour ma part, je n'ai aucun problème, dès que possible, de parler avec les amis. Qui sera candidat selon vous? Qui mérite le poste de porte-parole de l'opposition?
Bon, je crois que d'après le texte, c'est lui qui a le plus grand nombre de députés. En l'occurrence, Katumbi ici. Bon, ce sera, comme je vois les choses, c'est Moïse Katumbi, à moins qu'il y renonce. Vous le voyez être un bon candidat, vous le voyez être un bon opposant? Bon, mais Katumbi était un opposant, non? Qu'est-ce que c'est? Il y a un bon opposant et un mauvais opposant? Je ne sais pas. Vous voulez dire que Katumbi va rentrer chez M. Kabila au PPRD? C'est une question. Hein, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais s'il fait ça, il aura trahi. Mais je pense que Katumbi va rester logique avec lui-même. Et il est en train de circuler librement. C'est ça aussi l'un des mérites. C'est ça. Il est en train de circuler, je crois. Il fait face à toutes ces critiques. Oui. Et j'espère que s'il est élu porte-parole de l'opposition, il saura jouer son rôle. Et puis effectivement, s'il choisit, si c'est un autre et qui a les voix de l'opposition, on peut toujours l'aider. Nous pouvons aider, le pouvoir peut aider. Il faut qu'une opposition forte, et le président l'a dit, il faut les aider. Et personnellement, je reste disponible. Je n'ai pas de barrière avec eux et je suis prêt à parler avec eux. Ça est fini, monsieur le professeur. Vous aurez le tout dernier mot, comme vous voulez. Mais vous allez regarder la caméra. On va faire notre dernière étape de l'émission. Alors, vous allez répondre à des petites questions courtes et brèves. Monsieur le professeur, Madame Janine Mabunda, compétente ou incompétente? Bon, c'est très tôt pour le dire. Donnez-moi peut-être 3 mois. Je vous dirai si elle est compétente ou pas. C'est très tôt. Et c'est très tôt. Est-ce que l'Assemblée nationale est à la hauteur des aspirations du peuple congolais? Je n'ai pas encore la conviction qu'elle est à la hauteur. L'Assemblée nationale doit prouver qu'elle est à la hauteur des attentes du peuple congolais. Est-ce que le président Félix Tshisekedi incarne le changement voulu par le peuple congolais? Bon, je crois que le président Félix Tshisekedi incarne le changement voulu par le peuple congolais, mais il doit, à ce moment-là, il a besoin du soutien du peuple. Et s'il n'a pas ce soutien du peuple-là, j'ai peur. Parce que Félix Tshisekedi ne peut réussir son mandat, ne peut aller dans le sens des aspirations du peuple, pour y aller, il doit bénéficier de l'appui du peuple. Est-ce que Joseph Kabila Kabange est-il fini ou ce n'est qu'un début? Bon, comment est-ce que vous voulez finir Joseph Kabila Kabange? Il est sénateur à vie. Hein? Il est sénateur à vie. Il a une vie après la présidence, il est en train d'en jouir. Mais quant à revenir comme président de la République, ça il faut l'oublier et je crois qu'il m'entend, monsieur. Et il comprend aussi. Parce que lorsque nous lui avons dit qu'il y avait une vie après la présidence, il a cédé. Monsieur le président, l'ancien président, monsieur le sénateur à vie, qu'on ne vous trompe pas, vous n'êtes plus sénateur à vie, n'appartient pas à un parti politique, ni à un regroupement politique. Vous appartenez à la nation. Eh bien, c'est la nation que vous devez servir. Vous n'avez pas à prendre une fonction de responsabilité politique. Vous n'avez pas à écouter tous ces flatteurs. Vous en avez connu d'ailleurs beaucoup, les flatteurs. Restez, jouissez de la vie après la présidence. Mais attention, le mieux qui puisse être fait pour un ancien président, c'est aider son successeur au lieu de créer des manœuvres, au lieu de susciter... Non, je ne vous vois pas dans ce cas-là. L'ancien président, honorable, qui a mérité de la nation, doit plutôt aider son successeur à faire avancer un projet national. Et je vous vois jouer ce rôle-là. Autrement, ce serait grave. La Constitution du 20 janvier 2011, je veux dire du 18 février 2006. Cette constitution doit-elle être modifiée, changée ou respectée? Bon, il doit être respecté. Il doit être respecté. Mais ayant dit cela, il y a quand même certaines dispositions qu'on peut amender parce que le Constitution lui-même l'a prévu. Je peux citer l'une d'elles. Le problème de la nationalité. La double nationalité, je suis de ceux qui pensent qu'on doit rétablir la double nationalité et ça ne crée pas d'un problème. Le Constitution l'avait prévu lui-même. On peut changer cette disposition. Donc, mais quant à elle ne devrait pas être changée. Le peuple qui l'a, le pouvoir constitution originaire, qui a établi cette constitution, n'a pas voulu des changements intempestifs qui étaient à la base des différentes crises que ce pays a connues. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ceux qui nous suivent à Minembwe, précisément? Vous savez, vous parlez de Minembwe. À Minembwe, j'ai reçu un message des compatriotes du physique qui demandent que le professeur André Mbata parle un peu plus du cas de Minembwe. Vous en parlerez quand? Bon, je verrai à ceux qui sont à Minembwe. Minembwe, c'est une partie du territoire national. Nous ne devons pas permettre une invasion du territoire national à partir de Minembwe. Nous avons besoin de la paix et de la réconciliation nationale. Et en tant que député national, j'ai déjà promis que j'ai demandé une audience auprès du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, et je parlerai du cas de Minembwe parce que ce n'est pas seulement un cas provincial. Et à Minembwe ou à Fizi d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de politiciens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait autour de l'ancien président?
Mais un député, j'ai un mandat national, j'ai promis, j'ai demandé une audience. Dès que je serai reçu par le vice-premier ministre, je ne parlerai pas de ma circonscription. Je parlerai des Fizi et je parlerai des Minembwe. Merci beaucoup, monsieur le professeur André Mbata. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un numéro assez long, mais bon, c'était quand même important d'en parler. Le professeur dit simplement que les cartouches, il en garde encore. Donc là, il a donné juste son point de vue de façon sommaire, mais il entrera dans le détail la prochaine fois et je crois que je serai toujours le premier à bénéficier de Oui, vous serez le premier. d'informations. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.